Conditions en magasin. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. 8h13, l'heure de retrouver Guillaume Tabar pour l'éditorial avec Le Figaro. Bonjour Guillaume. Bonjour David. La censure a été rejetée, le budget est quasi adopté, le Sénat va l'adopter cet après-midi. François Bayrou peut-il souffler ? En tout cas, il peut être soulagé. Il n'est pas tombé moins de 2 mois avant sa nomination, comme Michel Barnier était tombé 3 mois après la sienne. Quant à ce budget, il est dénoncé par les oppositions, il est critiqué par le socle commun, il est à peine assumé par le gouvernement, qui admet avoir consenti à fort prix. Mais en tout cas, il est adopté. La France a un budget. Elle évite de disjoncter dans son fonctionnement et c'est déjà ça. C'est aussi une satisfaction personnelle pour François Bayrou car ce verdict n'était pas acquis d'avance et il est le fruit d'une réelle habileté du Premier ministre. Même s'il y a mis, on le disait, un prix très élevé pour les finances publiques, il a su construire et garder jusqu'au bout le dialogue avec les socialistes dont la non-censure était indispensable en dépit de sa sortie sur la submersion migratoire qui, aux yeux du PS, a failli être carrément une sortie de route. Alors maintenant que cette épreuve est passée, que peut faire François Bayrou ? Écoutez, on aura envie de dire, les choses sérieuses vont commencer. Mais il faudrait pour cela 2 conditions. La première est que le Premier ministre ait des projets prêts à être votés. Et la seconde, c'est qu'il ait les moyens politiques de les faire voter. Alors, François Bayrou doit maintenant passer de l'habileté à l'action. Il dit en avoir l'intention et pour preuve, il reçoit dès ce matin, même dans quelques minutes, ses ministres à Matignon pour établir son plan de bataille pour la suite. Alors on sait bien, il y a les urgences, comme Mayotte, avec le projet de loi dont la discussion commence à l'Assemblée et qui prévoit notamment de restreindre le droit du sol sur place. Il y a la loi sur l'agriculture qu'il va peut-être falloir enfin faire aboutir alors que le salon ouvre maintenant dans 15 jours. Il y a aussi les retraites, avec ce fameux et périlleux conclave qui doit à la fois revenir en partie sur la réforme Borne sans dégrader plus encore le financement. Ça aussi ce sera un test de la méthode Bayrou. Mais puisqu'il espère maintenant durer à Matignon, il devra aussi mettre sur la table des réformes structurelles s'il ne veut pas donner raison à Édouard Philippe qui estime que rien de sérieux ne peut être fait d'ici à la prochaine présidentielle. Alors quelles réformes et aurait-il les moyens de les lancer ? Écoutez, les thèmes on les connaît, l'école, la relance de la croissance, la maîtrise de l'immigration et puis toujours l'Himalaya de la dette, pour reprendre la formule qu'il avait lui-même employée. Mais sur tout ça, on le sait, il faudra des remèdes de cheval, des décisions difficiles, donc impopulaires. Et tout ça sous la surveillance, ou plutôt la menace de la gauche et du RN, qui auront quand même toujours entre leurs mains l'arme de la censure, de quoi tempérer l'éventuelle audace du gouvernement, et que ce soit la proportionnelle ou les modes de scrutin, des réformes institutionnelles ne suffiront pas à relancer le pays. L'éditorial de Guillaume Tabar à retrouver sur votre application Radio Classique et en vidéo sur lefigaro.fr. Et maintenant, l'invité de la matinale, elle a publié au Géopolitique de la puissance américaine aux presses universitaires de France l'an dernier. Elle dirige le programme Amérique de l'Institut français des relations internationales et elle va tenter de nous aider à comprendre ce que Trump a dans la tête pour Gaza et pour le Proche-Orient, mais pas seulement. Laurence Nardon, bonjour. Bonjour. Merci de venir parler aux auditeurs de Radio Classique. Ce matin, Trump a une solution. Il n'a aucun complexe à l'énoncer. On reconstruit Gaza en s'inspirant de la Riviera. Pendant ce temps-là, on installe les Palestiniens chez les Égyptiens ou les Jordaniens. Et quand c'est terminé, c'est magnifique. La Maison-Blanche a un peu, nuancé cette nuit ses propos en expliquant qu'il c'est pas de se séparer des Palestiniens et qu'il pourrait évidemment revenir ensuite une fois qu'on aurait déblayé le terrain qui est très très dangereux puisqu'il y a des bombes et des explosifs sous le sol évidemment après 1 an et demi de guerre. Vous entendez cette phrase hier avant-hier, vous la spécialiste des États-Unis, ça vous donne du grain à moudre, c'est du travail pour l'universitaire que vous êtes. Oui, je pense... Ce qui me sidère aujourd'hui, c'est le fait que le monde entier semble être revenu à la situation dans laquelle on a déjà vécu entre 2016 et 2020, c'est-à-dire que tous les 2 jours, peut-être tous les jours même, on apprend la nouvelle sortie ou proposition de Donald Trump et on est, collectivement tous sidérés, tout le monde court dans tous les sens en se demandant ce qu'il faut en penser. Et puis, dès le lendemain, on voit les conseillers de Trump à la Maison-Blanche commencer à
revenir en arrière sur les propositions du président. Ou les expliciter, ou les éclairer. Oui, enfin, très généralement, on sent qu'ils sont gênés parce qu'ils n'ont pas eux-mêmes été prévenus par ce que le président a dit. Là, c'est très clair sur Gaza, personne n'était au courant. Pas même Benjamin Netanyahou qui était à côté. Non, et ni même les conseillers de Trump à la Maison-Blanche. Et donc, il faut vraiment, collectivement, qu'on essaye de se calmer par rapport aux sorties de Donald Trump. Alors, c'est-à-dire, il ne faut pas ne pas les prendre au sérieux. Il a quand même énormément de pouvoir et le pouvoir de sa parole est très fort. Mais il faut bien voir que c'est quelqu'un qui tente des coups souvent médiatiques pour annoncer des choses qui sont finalement pas suivies des faits après. Et on l'a constaté de très nombreuses fois. Laurence Nardon, on va se pencher sur cette méthode parce que c'est une méthode qui vous a conduite à réviser les œuvres complètes de Donald Trump. Cette méthode, c'est d'annoncer fort pour gagner un petit peu au cas où, c'est ça, la méthode Trump ? Oui, si on lit ces œuvres complètes, j'ai pas lu les œuvres complètes, j'en ai lu deux ou trois, The Art of the Deal ou How to Get Rich, qui est un autre de ses livres. C'est des livres qui datent des années 80-90, quand il était homme d'affaires. Et il y explique de manière très candide sa technique de négociation. Donc là, on est dans l'immobilier à New York. Et il explique que ce qu'il faut faire, c'est arriver avec des propositions ou des exigences. On est dans une négociation complètement délirante, enfin vraiment très très... On place la barre très très haut, comme ça. Et l'objectif, c'est de déstabiliser la personne en face, qui est un adversaire. Parce que pour Trump, dans une négociation, il y a nécessairement un gagnant et un perdant. Il ne croit pas au gagnant-gagnant. Bref. Et sur un coup de chance, la personne en face va perdre ses moyens et faire des concessions. Et c'est ça ce qu'il fait. C'est ça ce qu'il fait à chaque fois. C'est ce qui semble fonctionner avec le Mexique et le Canada, non ? Oui, c'est ce qui a fonctionné avec le Mexique et le Canada la semaine dernière sur ces histoires de tarifs, pas avec la Chine, parce que justement, ce qu'il explique après, et c'est là-dessus qu'il faut vraiment insister, c'est que si la personne en face, toujours la même, ne cède pas et au contraire se montre très ferme et dit non, pas question, au contraire, je veux ci, je veux ça, eh bien, Trump le dit noir sur blanc, il faut passer à autre chose, il faut laisser tomber. Et donc, on voit bien que Trump est un négociateur extrêmement brutal en première approche, mais que si on tient bon, et ça, il faut le dire en Europe, il faut le dire à tout le monde, si on tient bon, en fait, il va passer à autre chose, il va laisser tomber ses premières exigences. Il va temporiser. Oui, ou laisser tomber ses exigences. Est-ce qu'il peut laisser tomber le dossier de Gaza ? Est-ce que dans ses déclarations d'hier, il n'y a pas une volonté aussi de dire il faut s'occuper du sujet ? Plutôt que de laisser la guerre régler le problème, que de laisser Israël se dépêtrer de ce guêpier, il faut s'en mêler. Oui, alors ça, c'est très surprenant à plus d'un titre. Bon, alors d'abord, il faut voir que Trump rêve d'avoir le prix Nobel de la paix. Il l'a dit plusieurs fois. Barack Obama l'a eu en 2009 en arrivant au pouvoir alors qu'il n'avait encore rien fait. Trump était furieux à l'époque. Je pense qu'il l'est toujours et il aimerait bien y arriver aussi. Et donc sur Gaza, il propose un plan qui est inspiré du plan de Jared Kushner du premier mandat. C'est un plan qui est fondé, alors là on y revient, sur le développement immobilier. Et d'ailleurs, son envoyé spécial sur place en ce moment, Witkoff, est aussi quelqu'un qui vient du secteur de l'immobilier. Et donc il propose un plan qui est vraiment pas du tout politique et qui peut pas satisfaire les Palestiniens et leur demande de reconnaissance d'un État. D'ailleurs, il veut il veut les faire partir de Gaza, éventuellement revenir, vous l'avez dit. C'est pas ce qu'il a dit au premier tour, il a pas dit ça, tout à fait, dans la déclaration qui fait beaucoup d'entrées et de commentaires. Et au retour, la Maison-Blanche dit, mais évidemment, les Palestiniens reviennent. Mais le plan, c'est tout simplement un plan de développement immobilier pour la bande de Gaza, éventuellement la Cisjordanie, mais il n'y a pas la mer. Est-ce que ça n'a pas toujours été ça, finalement, la vision américaine depuis la Deuxième Guerre mondiale ? C'est d'accompagner l'installation de la démocratie quand c'est possible, mais surtout du business, du développement économique. L'immobilier fait partie du développement économique. C'est une constante américaine. C'est une très bonne question. En fait, pendant très longtemps, depuis 1945, les deux projets allaient ensemble, en fait, parce qu'il y avait cette idée que nous avons eue aussi en Europe, qui est que la démocratie libérale et l'économie de marché vont main dans la main, et que quand on développe, quand on apporte la prospérité à un pays, que le pays s'enrichit, classe moyenne, etc., eh bien, nécessairement, cette classe moyenne, l'électorat va réclamer la démocratie. C'est ce qu'on avait vu se produire en Allemagne de l'Est, et c'est ce qu'on a espéré faire en Chine, et en fait, l'exemple chinois nous a montré que ça marchait pas. C'est-à-dire qu'on
qu'on pouvait avoir un pays qui se développait économiquement sans pour autant devenir une démocratie. Et donc, on est un petit peu déçus quand même en Occident sur ce point-là. Alors il y a un paradoxe que vous avez soulevé quand on préparait cet entretien hier soir. Vous m'avez dit Trump était perçu comme un président isolationniste au départ, et notamment le premier mandat. Et puis là, il a multiplié les foyers, ou en tout cas les sujets à des frontières extérieures à l'Amérique, non seulement des frontières continentales de l'Amérique du Nord ou du Sud, mais également il y a l'Ukraine, il y a le Proche-Orient. En fait, il a une politique étrangère et il s'engage. Oui, c'est vrai. Alors isolationniste, les universitaires discuteraient de ce terme, parce qu'en fait, c'était plutôt une sorte de volonté. Voilà. La différence entre le premier et le second mandat chez Trump, c'est qu'il veut toujours faire des États-Unis, une grande puissance, Make America Great Again. La première fois, c'était plutôt une puissance en retrait. On allait reconstruire à l'intérieur et ne pas s'occuper du monde extérieur, laisser tomber le rôle moral de l'Amérique. Et cette fois-ci, comme Trump arrive beaucoup plus confiant dans son second mandat, il a été élu sans aucun problème et il a vraiment un mandat de son électorat. Et bien cette fois-ci, il arrive avec cette même idée de puissance, mais cette fois-ci, c'est une puissance qu'il va vouloir étendre dans le monde, projeter dans le monde. Et en fait, le terme qu'on peut employer cette fois-ci, c'est celui d'impérialisme. Un impérialisme comme celui de la fin du 19e, c'était le président McKinley à l'époque, qui était déjà un républicain, et qui avait, à l'époque, commencé à étendre la puissance américaine avec la colonisation des Philippines, Cuba, Porto Rico, la base de Guam, Hawaï. Les États-Unis s'étaient projetés au-delà de leurs frontières. Et en fait, c'est très frappant de voir que Trump fait la même chose aujourd'hui. Laurence Nardon est l'invitée de la matinale de Radio Classique. Elle est spécialiste de la géopolitique et notamment de la géopolitique américaine, de la puissance américaine. Elle y a consacré un ouvrage l'année dernière paru aux presses universitaires de France, Géopolitique de la puissance américaine. Il faut quand même qu'on fasse un effort culturel, nous les Européens, pour comprendre ce que c'est qu'une présidence américaine et pas uniquement celle de Trump. Comment les Américains perçoivent-ils ce que nous considérons comme des outrances et que peut-être eux considèrent comme quelque chose d'assez normal de la part du président qui est à la tête de l'État fédéral. Je pense notamment à ce qui se passe à la CIA. Parlons-en, on en a parlé avec Christian Macarian à 7h40, mais ça vaut le coup d'y revenir. Un président qui arrive et qui dit, on va dégraisser le mammouth, on pourrait dire les choses comme ça, utiliser les mots d'un ancien ministre de l'Éducation nationale. Qu'est-ce que ça signifie pour les Américains qui nous échappent à nous ? Oui, alors les États-Unis ont un rapport différent du nôtre à l'État. Enfin, quand je dis, la population américaine, les Américains ont un rapport très différent du nôtre, notamment nous Français, à l'État. Pour eux, il faut bien voir que Washington, d'abord, parlons de géographie en une seconde, c'est un immense pays, et pour les Américains, notamment en Californie, dans le Wyoming, dans le Midwest, Washington, c'est très loin. Et c'est du coup un petit peu gazeux comme concept et un petit peu illégitime. Washington n'est pas Paris. Non, Washington c'est plutôt Bruxelles pour nous Français. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour les Américains, ils voient plutôt Washington comme un Bruxelles qui les enquiquine. Comme nous voyons Bruxelles. D'accord. Voilà. C'est plutôt cette comparaison qu'il faut faire. Et il faut voir aussi que la bureaucratie américaine. On se plaint de la nôtre en France, de la Sécu, vous voyez tout ce qu'on peut dire au Café du Commerce sur les ennuis que nous cause l'administration. Mais alors, aux États-Unis, on est à un autre niveau en termes de bureaucratie compliquée, incompétente. Pour ceux qui ont été aux États-Unis, qui ont dû refaire leur permis de conduire au DMV local, ou qui ont eu des problèmes de visa, ou même, tous les rapports qu'on peut avoir avec l'administration aux États-Unis nous montrent quelque chose d'extrêmement compliqué. Les sites web sont, venus de la planète Mars. C'est un peu kafkaïen. Et gérés par des gens qui sont complètement incompétents. Et donc, je pense qu'il y a un ras-le-bol de l'administration qui est beaucoup plus justifié que celui qu'on peut avoir, nous, en France. Ça nous permet de mieux comprendre la démarche ultra-volontariste d'un Elon Musk sur les agences fédérales américaines, et notamment, puisqu'on parle de politique étrangère, l'agence du développement, l'agence américaine de développement, et évidemment la CIA, où il apparaît visiblement justifié à Trump et Musk de dire il y a trop de gens, c'est la bureaucratie, c'est pas efficace. Ce sont des procès légitimes où là encore il y aura reculade. Il y aura peut-être
reculade, on va voir. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, janvier-février 2025, on est dans une situation où les deux principaux courants derrière Trump sont d'accord sur cette idée, comme vous disiez, de dégraisser le mammouth. On a d'une part les libertariens, donc ça c'est Elon Musk, eux ils aiment pas l'État, ce sont des anarchistes philosophiquement parlant si vous voulez. Donc ils veulent détruire l'État fédéral par principe, et il se trouve que l'autre courant derrière Trump, qui est le courant des populistes, trouve, c'est pas tant qu'ils aiment pas l'État, eux, c'est qu'ils trouvent que l'État est corrompu et corrompu, incompétent, c'est l'État profond. Oui, c'est et cette eux, expression-là. Oui. Ils veulent, alors non pas détruire l'État par principe, mais détruire l'État profond qui les a trahis, qui les méprise, qui les manipule. Et donc on a ces deux courants qui viennent se joindre sur ce projet. Une dernière comparaison qui n'est pas raison, mais en France on dit un président, il faut qu'il utilise ses 100 jours, qu'il en fasse un maximum. Est-ce que Trump n'est pas en train de faire ça, tout simplement, d'utiliser son état de grâce pour agir, parce qu'il y a des élections dans 2 ans, parce que il sait que plus le temps passe, plus il sera immobilisé? Oui, il va bientôt être ce qu'on appelle un lame duck, un président canard boiteux, c'est-à-dire qui peut plus être réélu après et donc il a plus de pouvoir. Oui, je trouve que l'analogie avec les 100 jours est très très bonne. Il a tout préparé depuis des mois et notamment pendant la période de transition entre novembre et son investiture. Et là, il y va à fond. Laurence Nardon, à fond sur Radio Classique également. Je rappelle que vous êtes chercheuse à l'IFRI, dirigez le programme Amérique de cet institut, et vous avez publié Géopolitique de la puissance aux États-Unis, de la puissance américaine. C'est paru aux presses universitaires de France. Merci Laurence, à bientôt. Merci. À suivre le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé Gattegno, et notre esprit libre du jeudi, c'est Franz-Olivier Gisbert.